C'est vrai que en France, dès qu'on parle des armes, on imagine toujours les armes à feu. Or, il existe aussi ce qui s'appelle les armes non létales, qui ne donnent pas la mort, mais qui permettent de neutraliser quelqu'un. Donc, concernant les agents de sécurité, donc ça c'est des bâtons télescopiques, des tonfas, gazeuses. Pour les policiers, ça aussi tout ce qui est flashball, taser. C'est des armes, mais c'est des armes qui, par définition, n'ont pas faites pour tuer quelqu'un, voilà, qui est faite pour neutraliser sans le tuer. Et effectivement, avant 2017, en fait, un agent de sécurité, il ne pouvait même pas porter un gazeux sur lui. Donc, une lacrymogène, sans parler de bâtons télescopiques ou tonfa. Et donc, la loi qui a évolué depuis 2017, maintenant c'est possible de former des agents de sécurité. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Après Jess Plater, CEO de Terang MPSEC France, nous partons à la rencontre de notre ancien légionnaire devenu entrepreneur à succès. Cette semaine, nous vous présentons l'inspirant parcours de Tibor Vass. Cet ancien commando para du 2e régiment étranger parachutiste est le fondateur du groupe LPN, une société de conseil, de sûreté, de sécurité et de soutien opérationnel en France et à l'étranger. Avec lui, nous allons parler du monde peu connu de la sécurité privée et parler des enjeux de cette industrie en plein essor. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense et de la sécurité. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes dans la banlieue parisienne avec Tibor Vass de la société LPN. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc effectivement, bienvenue chez nous, LPN, groupe LPN, Boulogne-Billancourt, pour être tout à fait exact. Donc je m'appelle Tibor Vass, je suis président fondateur du groupe LPN, mais avant tout je suis un ancien légionnaire, où j'ai effectué 10 ans, un ancien sous-officier de la Légion étrangère, où j'ai effectué 10 ans au 2e régiment étranger de parachutistes et 5 ans, dont 5 ans au groupe commando parachutiste, 98 à 2008, et depuis 2008-2009, donc je suis le président fondateur de groupe LPN, qui est groupe LPN, c'est un holding donc composé de plusieurs filiales. Nous avons la particularité que nous avons toutes les autorisations en France pour travailler dans la sécurité privée dans tous les secteurs d'activité, aussi bien de mise en place de prestations de services que des formations des agents. Et d'ailleurs, avec notre école de formation qui s'appelle l'Institut français de sécurité, nous sommes devenus la première école en France à être autorisée aussi bien par le ministère de l'Intérieur que par l'Éducation nationale, le ministère du Travail, de former des agents de sécurité armés, donc ces fameux agents de sécurité renforcés. On en parlera justement de ça, de ces agents qui aujourd'hui sont armés, c'est une nouveauté. LPN, ça vient de Legio Patria Nostra. C'est exact, oui. Donc, grosse attache à la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est vrai que même quand on fait 5 ans, c'est créer des liens, c'est créer des attaches, c'est créer des valeurs que je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais c'est vrai que quand on a travaillé avec 155 nationalités, avec des gens qui viennent d'horizons complètement divers et variés de 4 coins du planète, c'est sûr que c'est créer une attache à cette institution on dit d'ailleurs que légionnaire un jour, légionnaire toujours. Donc en fait, même si on ne sommes plus actifs, mais ce fameux réseau de la Légion étrangère, en fait, c'est quelque chose d'assez formidable, qu'on découvre d'ailleurs une fois qu'on a quitté la Légion, parce que c'est là qu'on rend compte exactement qu'est-ce que c'est que ça. Donc effectivement, très attaché encore à cette institution. En tout cas, tout ce que j'ai aujourd'hui en France, j'ai commencé de rien. Je suis arrivé en France en 98, donc en janvier 98, je suis arrivé avec seulement, ce que je dis chaque fois aussi, 5 Deutschmark dans ma poche à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai une société, j'ai des biens immobiliers, j'ai une maison, donc j'ai une famille. Donc tout ça, c'est grâce quand même à la Légion étrangère et grâce à la France, bien sûr. Je suis devenu français à la Légion étrangère. Donc je suis aussi reconnaissant, bien sûr, pour la Légion étrangère que pour la France. Je suis d'origine hongroise, mais je suis fier de mes origines, mais ce que je dis, je suis français, je suis devenu français et j'adore ce pays. C'est
c'est assez monnaie courante. J'ai l'impression de voir des légionnaires qui se lancent dans l'entrepreneuriat. On a reçu dans le podcast, dans le tout premier numéro, Jess Plater, qui a monté Terangam PSEC, qui est une très grosse entreprise aujourd'hui dans le milieu de défense et sécurité. Est-ce que c'est quelque chose dans l'ADN du légionnaire, quelque part, de créer des choses, de monter des sociétés, de se débrouiller comme ça et de ne pas être juste un employé dans une société, mais vraiment créer quelque chose, apporter sa pierre à l'édifice? Alors, tout d'abord, concernant Jess Plater, ça c'est rigolo, si je peux dire comme ça, que en fait, nous étions ensemble quand je suis arrivé au deuxième rep, 4e compagnie. Je suis arrivé dans la première section, donc c'est la section sniper, donc dans la compagnie, 4e compagnie, c'est la 4e compagnie, c'est la compagnie destructeur, sniper, destructeur. Enfin, quand je me suis lancé dans la création d'entreprise, il m'a beaucoup conseillé, parce que lui, à cette époque-là, il a déjà créé Terang depuis quelques temps. Donc, oui, il avait déjà un peu d'expérience et du coup, il commençait à conseiller les gens qui étaient dans son régiment. C'est tout à fait exact. Est-ce que comme Jess, vous aviez mûri un peu ce projet de créer votre société dans la sécurité privée avant de quitter la Légion étrangère, ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait vraiment après? Pas vraiment. Comment l'idée est venue déjà de créer une société dans la sécurité quand je savais que je quittais la Légion étrangère, en fait, ça existe un stage obligatoire à faire d'une semaine, je pense, ou deux. Stage de reconversion, donc, où on t'explique un peu comment il faut faire un CV. Et à cette époque-là, nous étions à Marseille, je pense, je tombais sur une statistique qui expliquait que la sécurité privée à cette époque-là, ça fait 11 ans, 12 ans bientôt en arrière, représentait déjà à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et moi, je n'étais jamais très bon en mathématiques, mais bon, je me disais que si 4 milliards, on peut déjà... Enfin, c'est surtout qu'il expliquait que ça représente 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait un manque de main-d'œuvre des agents de sécurité en France. Donc je me disais encore une fois, si on peut avoir juste, ce que je dis chaque fois, juste 0,0001% de ces 4 milliards, c'est déjà beaucoup. Donc c'est juste avec cette idée-là que je me suis lancé dedans. Bon, après, je travaillais un tout petit peu avant que je crée la société. Je travaillais un petit peu en freelance en Afrique. Ce que j'ai dit, je n'étais pas mercenaire, j'étais consultant en sécurité en Nigeria, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, où je constatais qu'à cette époque-là, le marché à l'international, c'était essentiellement tenu par les sociétés anglo-saxonnes, parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas déployer des agents armés, même sur les bateaux. Enfin, c'est cette époque-là que la piraterie maritime a commencé à être... commencer à être très important, mais malheureusement la France, il avait, ce qu'on dit chaque fois, il avait 10-15 ans de retard dans ce domaine-là. Et donc je me disais encore une fois que pourquoi pas essayer pourquoi pas de tenter de faire quelque chose. Je créais la société, ce que j'ai dit aussi, avec 1000 euros de capital social, dans un sous-sol de 20 mètres carrés sans fenêtre. Puis à force de sérieux et ce que j'ai dit aussi, je pense que c'est que ça qu'il faut pour pouvoir avancer. Bon, il faut un peu de chance, hein, comme il disait déjà Napoléon. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la chance qu'on en a besoin de tomber sur la bonne personne qui peut parfois juste aider d'ouvrir une porte. Et c'est devenu, encore une fois, donc un holding avec 2,5 millions d'euros de capital, avec plusieurs filiales, aussi bien en France qu'à l'international. LPN, c'est une société qui est à l'international, en France et à l'international. Oui. C'est quoi le ratio? Vous faites le plus de chiffres à l'international ou en France? Non, c'est ce qu'on explique aussi chaque fois, que c'est avant tout c'est une société française pour le marché français. Sauf que quand nos clients nous demandent d'aller déployer des dispositifs à l'international, on intervient.
Mais pour pouvoir intervenir dans beaucoup de pays, nous avons l'obligation d'avoir déjà une filiale sur place, notamment au Brésil ou même dans beaucoup de pays africains. En fait, tu peux pas déployer des agents armés en fait, comme en France aussi. En fait, même une société hongroise, en fait, non, il n'a pas le droit de venir faire des prestations en France. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons créé des filiales. Dans quelques pays, mais avant tout, nous sommes encore une fois une société française pour le marché français. Mais notre particularité par rapport des autres sociétés, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça en France, c'est que nous pouvons intervenir à l'international, et nous avons déjà intervenu encore une fois au moins dans un quarantaine, voire même peut-être une cinquantaine de pays, même dans des pays que je pense que peut-être il n'y en a pas beaucoup de sociétés qui peuvent dire qu'ils sont intervenus. Exemple au Soudan, Khartoum, même au Venezuela depuis que la crise existe, au Brésil. Ce sera long un peu d'expliquer dans tous les pays que nous avons visités en 11 ans, mais encore une fois, c'est notre particularité que même si c'est une société française, nous pouvons et nous intervenons quand les clients nous demandent aussi à l'international. Ça, j'imagine que c'est permis aussi et c'est facilité par le fait d'avoir pas mal d'anciens légionnaires au sein des salariés, j'imagine. C'est ce que je vous expliquais, en fait. C'est un réseau incroyable. Moi, vous savez que quand on quitte la Légion étrangère, vous savez, quand on quitte, c'est étonnant. Parce que quand on quitte, on le quitte parce qu'on a envie de partir. Voilà. Donc, et quand on part, c'est parce qu'on n'a pas envie de rester. Je veux dire par là que souvent, c'est assez... les gens, ils partent un petit peu avec un peu de fatigue, pas toujours avec le sourire en fait. Et puis en attendant 2-3 ans qu'on commence à se rendre compte en fait qu'est-ce que c'est vraiment la Légion étrangère, qu'est-ce que c'est le réseau de Légion, ça se passe à peu près pour tout le monde comme ça, et c'est là qu'on commence encore une fois de comprendre l'importance de cette grande famille. C'est une grande famille dans le sens où il y a beaucoup de conseils entre anciens légionnaires, j'avais même entendu parler de groupes WhatsApp qui se montaient pour aider les légionnaires à trouver du travail une fois qu'ils partaient dans le civil. Oui, c'était votre question, qu'effectivement, c'est si on peut intervenir à l'international, et c'est là que, pardon, je parlais un petit peu, que si on a pu intervenir dans beaucoup de pays, effectivement, c'est grâce à ce réseau d'anciens légionnaires qui sont quittés la Légion, qui sont souvent retournés chez eux, parce qu'étonnamment, il y en a peu, parmi les étrangers, il y en a peu d'étrangers en fait, qui restent en France. Il y en a très souvent, les gens ils retournent chez eux, mais ils gardent cette attache à la Légion étrangère, et à partir du moment qu'on est dans ce réseau-là, c'est vrai que ça nous permet d'aller dans des pays où il faut toucher des gens que peut-être normalement on ne peut pas le faire, mais ça ne veut pas dire que ça est ouvert pour tout le monde, ça ne veut pas dire que ce que je dis aussi, que d'ailleurs c'est ce qu'on dit souvent aussi avec Just Plater, nous travaillons ensemble, mais c'est rien de sentimental en fait. On travaille ensemble parce qu'ils vendent des très bons produits, parce que nous sommes des professionnels, et donc c'est bien sûr il y en a la famille. Il y en a la famille de Légion, mais après il faut quand même il faut être quand même sérieux. C'est pas un amour aveugle, voilà. Donc c'est pas. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, voilà. Ça demande beaucoup de pragmatisme. J'aime bien ce mot-là. Mais c'est grâce à ça effectivement que nous avons intervenu un peu partout dans le monde. Pas que grâce à ça, mais parce qu'il y en a. En France, on n'aime pas des réseaux, en fait, parce que des réseaux, ça fait peur. Bon, quoique maintenant, on commence à comprendre un petit peu que c'est plutôt, encore une fois, anglo-saxon, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn. Ça revient à la mode, un peu comme l'entrepreneuriat. C'est exactement ça. Mais à une époque, ça se faisait un petit peu peur, en fait, les réseaux. Donc oui, je suis dans plusieurs réseaux, mais c'est vrai que les réseaux Légion, ça m'aide beaucoup. J'aime bien raconter des histoires, et je raconte ça assez souvent quand on parle de réseau de Légion. Un jour, un client nous a demandé, quelques années en arrière, un grand groupe français nous a demandé de l'assurer leur sécurité au Brésil, à São Paulo. Sauf que moi je suis jamais allé avant en Amérique latine. L'Afrique je maîtrisais parfaitement, mais l'Amérique latine c'était pas. Moi je n'étais pas à Guyane en 3e RI, donc je connaissais pas très bien. Puis il me posait la question, est-ce que tu es capable de le faire? Il s'agissait quand même d'une mission qui durait sur 3 mois. Au Brésil, en fait, c'est un des pays les plus dangereux aux planètes, en fait, où ils ont zéro terrorisme, parce que ce que je dis, même les terroristes ils vont pas, parce que c'est tellement dangereux. Et j'appelais 2-3 amis,
des amis brésiliens enfin, nous n'étions pas ensemble à la Légion étrangère, mais bien sûr, ils se sont renseignés qui je suis, je me suis renseigné qui eux ils sont. Et en fait, au bout d'une semaine, nous avons eu des hélicoptères, des véhicules blindés, on a eu des contacts incroyables. Parfois, on arrivait de débloquer des situations que même sur les voies, il y a des voies officielles, les clients, malgré que c'était encore une fois, c'était un grand groupe français, eux, ils n'arrivaient pas à débloquer parce que c'est vrai que quand tu connais les cultures, quand tu connais des gens, en fait, donc au bout d'une semaine, voilà, on a eu des choses incroyables. Le client me demandait, il me dit, mais comment tu fais ça? Et puis je lui ai répondu, mais écoute, c'est la Légion, voilà. Donc et puis c'est vrai que ça c'est au Brésil, mais à peu près n'importe où nous avons intervenu. C'est vrai qu'on trouve un peu partout, en Afrique, enfin un peu partout. Ouais, c'est vrai que ça c'est la force de la Légion étrangère. C'est quand même de 155 nationalités, c'est quand même exceptionnel. Et pour revenir à votre question concernant l'entrepreneuriat, vous savez, quand vous venez déjà d'un autre pays, vous ne parlez pas la langue. Enfin, ça demande de courage, ça demande de la débrouille. Donc, ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont quand même, qui quand même, entre guillemets, qui sont au-dessus de moyenne, si je peux dire comme ça, parce que même si en France, à une époque, bon, c'est beaucoup changé aussi, mais à une époque, un légionnaire, c'était le stéréotype qui buvait, qui bagarrait, qui avait plein de tatouages, et les gens, ils retenaient que ça. C'est comme ça, ce que je dis aussi. On généralise toujours que c'est le mauvais exemple. Mais quand tu as un Coréen qui arrive en France, ou un Hongrois qui ne parlait pas un mot en français, et ça demande quand même de faire 2 fois plus qu'un Français qui fait, ce qui est tout à fait normal. Hein. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre ça. C'est tout à fait normal. Donc, déjà, un légionnaire en moyenne, c'est ce que je dis aussi, ce n'est que de pur pragmatisme. C'est pas encore une fois, c'est pas juste je suis pas aveuglé par ma famille légionnaire, mais je pense qu'un légionnaire déjà en général, on peut le placer au-dessus de moyenne parce qu'encore une fois, un légionnaire, surtout qui vient de l'étranger. Donc quand tu viens de l'étranger, quand tu réussis à la Légion, encore une fois, de toute façon, tout le monde met que tu viens de n'importe quel pays, c'est le même régime pour tout le monde. Donc ça te force à tout le temps de te remettre en question, quand tu fais des formations. Donc c'est vrai que quand tu quittes la Légion, ça te donne ce que je dis aussi, ça donne des valeurs. Ça donne des valeurs parce que j'ai déjà dit qu'il n'y en a pas ailleurs, et surtout de donne de courage et de l'envie aussi peut-être de créer, parce que vous savez aussi je pense qu'avec votre journal, vous avez vu déjà aussi, en fait il y en a beaucoup d'innovations de l'armée française qui sont dans l'armée française, sont venues par la Légion étrangère. En fait c'est assez étonnant, donc beaucoup. Oui, on sent cette envie d'innover, de bidouiller parfois, de tester, de détourner l'usage d'un matériel pour essayer d'être plus efficace, avoir un peu plus de confort aussi en opération. On sent le côté débrouillard du légionnaire qui, effectivement, une fois dans le civil, a des chances d'arriver sur un projet entrepreneurial qui a du sens, quoi. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie les jeunes, ceux qui quittent la Légion étrangère, qui ont envie aussi de créer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un peu aussi dans l'air de temps, parce que quand moi je quittais, nous étions pas nombreux. Hein, voilà. Nous étions vraiment pas nombreux. Mais peut-être aussi l'exemple, ce qu'on donne, Jess, moi ou d'autres qui ont réussi, les jeunes, ils ont envie de se lancer dedans aussi. Et je trouve que c'est très bien, même si ça demande quand même beaucoup de persévérance, c'est ce que je dis aussi à chaque fois, parce que créer une société en France, je dis pas que c'est mieux ailleurs, parce que bon, il y a des pays qui sont plus ou moins compliqués, mais c'est vrai que parfois c'est décourageant. Mais bon, encore une fois, ce qui donne aussi peut-être encore des valeurs qui donne la Légion étrangère, c'est de persévérer, voilà, donc de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au bout de ses idées. Donc une fois qu'on s'est lancé, on essaye aussi d'aller jusqu'au bout, et que soit on réussit, c'est très bien. Si on réussit pas, non, c'est pas grave, c'est pas non plus catastrophique, au moins on a essayé, voilà. Donc je pense et d'ailleurs, encore une fois, c'est Jess Plater qui m'a expliqué à l'époque, quand je lui posais les questions, même pour rentrer dans la GCP, je lui dis qu'est-ce que tu penses, et il m'a dit, tu sais, vaut mieux que tu essayes
et que tu dis au moins j'ai essayé, c'est pas marché, que de regretter toute ta vie que tu n'as pas fait. Donc oui, effectivement, il y en a de plus en plus de jeunes, je pense, qui se lancent dedans et c'est très bien. Le fait d'être passé par les GCP, comme ça, qui est quand même pas anodin comme branche de l'armée de terre et de la Légion étrangère, ça vous a appris à quoi? À prendre des risques, à vous dépasser? Je pense que déjà, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le GCP en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est le GCP en général déjà et qu'est-ce que c'est le GCP au deuxième rep à la Légion étrangère. Donc le GCP, c'est les groupes commando parachutistes. Donc ce sont des petites unités d'une section, parce il s'agit d'une section dans un régiment dans un régiment parachutiste, donc chaque régiment parachutiste, il y en a un GCP. On peut dire que ce sont des petites unités de force spéciale, parce que même si ça veut pas beaucoup, ça veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais ce sont des gens qui sont quand même beaucoup mieux entraînés, mieux formés, tout en sachant que déjà dans un régiment parachutiste, en fait, quand même le niveau il est très très élevé, mais en fait pour les GCP, on demande un niveau encore supérieur, parce que ce sont des unités qui sont censées de travailler et qui travaillent d'ailleurs, entre guillemets derrière les lignes ennemies, donc ils peuvent organiser des embuscades, des surveillances, d'ailleurs l'ancêtre de GCP c'était les CRAP, donc c'était les commandos de renseignement et l'action dans les profondeurs, donc, parce que à l'époque la doctrine c'était l'Est contre le West, donc la doctrine c'était de le parachuter derrière les lignes ennemies et puis organiser des sabotages, donc les GCP ils ont hérité ça, donc encore une fois ce sont des hommes qui ont un niveau quand même largement supérieur de ce qu'on trouve dans un régiment de parachutistes, tout en sachant que dans un régiment de parachutistes, le niveau il est déjà très élevé. Alors quand on parle de GCP de deuxième rep, il faut imaginer que quand on compte l'effectif total de Légion étrangère, c'est à peu près 10 000 hommes. Sur 10 000 hommes, il y en a 1 200 qui sont légionnaires parachutistes. Pour devenir légionnaire parachutiste, en fait, ce n'est que quelques premières 4-5 qui arrivent de chaque instruction après Castelnaudary, donc après les fameuses 4 mois d'instruction, c'est chaque 4-5 qui arrivent dans un régiment parachutiste, donc ce sont les meilleurs. Donc c'est parmi les meilleurs qu'il faut être encore meilleur pour arriver au GCP. Quand je vous ai parlé de persévérance, d'envie, au GCP, c'est encore plus, c'est surtout encore à la Légion étrangère, parce que le niveau c'est très très élevé. Je peux vous donner un exemple pour entrer dans un des tests d'entrée un des tests d'entrée de GCP, donc de groupe commando parachutiste, c'est faire 30 km avec l'équipement complet. Donc c'est un marche commando, en fait, c'est la fameuse marche commando qui existe à Vic-Hill, TAP, donc c'est à 8 km, sauf que pour les GCP c'est 30 km. Et dans l'armée de terre, la limite de temps c'est 4h30 à faire, et c'est sur terrain plat. Au deuxième rep à Calvi, c'est 3h30 avec 800 mètres de dénivelé sur 17 km. Donc, et c'est juste pour vous dire déjà que voilà, donc, c'est vrai que quand on passe par le GCP de deuxième rep, c'est quand même, pour une fois déjà, les légionnaires, ils ont un niveau exceptionnel. Alors là, les légionnaires parachutistes, ils ont un niveau encore supérieur. Alors là, le GCP, c'est vraiment une pointe de pyramide. Puis après, ce sont des unités, en plus ce sont des petites unités qui travaillent beaucoup. Il faut savoir aussi quand même que depuis maintenant 11 ans, 12 ans, juste au GCP de deuxième rep, je pense que nous avons eu 5 ou 6 personnes qui sont morts au combat. Donc pour 25 personnes, 5 ou 6 personnes mortes au combat, sans compter les dizaines de blessés, c'est énorme en fait. Voilà. Donc ce sont des unités qui travaillent sur des missions très chaudes, très compliquées. Donc effectivement, quand on était au GCP de deuxième rep, ça donne encore plus de courage de parfois dépasser, d'oser de faire des choses que les autres n'oseront pas de faire. Je pense, effectivement, je pense que ça donne encore plus de valeur à un ancien GCP. En tout cas, tous les anciens GCP, pratiquement tous, ils sont tous très bien réussis,
qui soient entrepreneurs ou qui soient dans des postes de responsabilité. Pratiquement tous ceux que je connais, ils sont tous sur des postes de direction. Donc, vous avez fait le choix de vous engager dans une deuxième carrière, une deuxième partie de vie qui est quand même liée à la première, dans la sécurité privée. On touche encore à de l'armement, des missions à l'étranger, etc. Est-ce que la bascule, elle a été compliquée pour vous, de passer de l'univers militaire, en petite unité qui part au contact, en opération extérieure, à entrepreneur où on part un peu de zéro, tout en étant dans cet univers qui se ressemble un petit peu? C'était très compliqué. C'est très compliqué pour deux raisons. Première raison, parce qu'effectivement, je ne connaissais rien de fonctionnement d'une société en France, donc c'était compliqué de démarrer à zéro, parce qu'on a vraiment je commençais seul, après on était deux, après on était trois, donc, mais c'était très compliqué. Enfin, on savait que l'administration française c'est très compliqué, les autorisations sont très compliquées, donc tout est compliqué, donc oui, c'était très compliqué, mais je dirais que le bascule, c'est pas ça ce qui m'a marqué le plus dans les bascules. Et vous allez comprendre que d'ailleurs la plupart des anciens légionnaires, ils parlent plus de problèmes, d'état d'esprit que nous avons vécu à la Légion étrangère, ce que nous vivons dans le monde civil. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que la Légion étrangère, c'est vraiment une famille. Bon, il y en a qu'on aime plus ou moins, mais ça reste une famille. Et encore une fois, même c'est une famille, mais c'est surtout quand on dit que c'est une famille, c'est vrai que quand on part au combat, tu sais que quand le chef dit que c'est comme ça en fait. Ils ne discutent pas, mais le chef quand il dit qu'en avant, mais ils savent que les hommes ils vont le suivre parce qu'il y en a une confiance absolue. Il y en a des paroles quand tu sais que les gens y tiennent. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase que le parole d'un légionnaire c'est sacré. Donc c'est sûr que il y en a des valeurs que malheureusement on ne trouve pas ou peu ou difficilement dans la vie civile. Parce que ce que je dis aussi, c'est pas positif ou c'est pas négatif, c'est un autre monde. Et c'est vrai que quand on fait 5, 10, 15, voire 20, 25 ans d'armée, ou encore de légion, bah, c'est quand même assez difficile, où il faut quand même une période d'adaptation plus ou moins longue. Hein. Bien sûr, plus qu'on est resté dedans, bah, plus qu'il faut de période d'adaptation pour revenir dans ce monde-là, encore une fois, qui n'est pas positif, qui n'est pas négatif, mais ce qui n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu. Donc je dirais que ça, ce qui était le plus, encore plus difficile que le parti côté administratif, mais comprendre de ce nouveau monde, en plus je ne suis pas français natif, donc de comprendre comment ça fonctionne et puis et de s'adapter encore une fois à ce monde-là, c'était assez compliqué. Je pense que ce que je dis maintenant avec 12 ans de recul, qu'il m'a fallu facile 2 ans pour m'adapter à cette nouvel environnement. Et je sais encore une fois que quand je parle avec mes camarades qui ont quitté la Légion, ils disent tous qu'ils avaient besoin du temps. Voilà. Ils avaient besoin de s'adapter dans le monde civil, encore une fois, finalement c'est le monde réel, hein, parce que ce que nous vivons dans l'armée ou dans la Légion, ça fait partie de notre vie, mais encore une fois, c'est pas la vraie vie, si je peux dire comme ça aussi. Vous savez combien de salariés aujourd'hui dans cette société? Nous avons environ 250. Voilà. Donc, 250. Après, ça varie un petit peu. Nous faisons ce qui s'appelle des missions événementielles. Donc, ça varie un petit peu, mais nous avons environ 250 salariés. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, vous savez, quand il faut aimer gérer, il faut aimer les hommes, enfin dans le sens que si c'est lui qui n'a pas envie de gérer des hommes, bah, il ne faut pas aller dans la prestation de service parce qu'on ne gère que des hommes. Donc il faut aimer, et puis bon, peut-être qu'il faut savoir manager aussi, mais à partir d'un moment, et je reviens assez souvent sur la Légion, mais à partir du moment que tu sais manager 155 nationalités, bah, enfin, tu peux manager n'importe qui. Voilà. Donc ça, donc c'est pas simple. Parce que 250 personnes, c'est 250 problèmes, hein, donc ça c'est comme ça. Et puis c'est vrai que nous sommes très proches de nos employés, hein, donc
nous sommes très proches de nos employés parce que c'est comme ça sont nos valeurs aussi. Donc ça mais encore une fois, bon, si on n'aime pas, ben, il faut changer de métier. Donc moi j'aime bien faire ça, j'aime bien, mais enfin c'est quand même 250, c'est quand même effectivement, c'est pas. C'est presque une compagnie de combat, quoi. Oh, c'est plus qu'une compagnie de combat. Parce qu'une compagnie de combat, je pense que c'est autour de 140, 150 personnes, donc ça fait, oui, c'est plus qu'une compagnie de combat. Oui, encore une fois, tout en sachant que je commençais tout seul, donc c'est vrai que en progression, c'est quand même assez, je pense que c'est assez remarquable. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement justement de votre parcours dans l'armée pour tout ce qui est management et du coup ce qui est un peu commandement quelque part, ce qu'on appelle le commandement dans l'armée, est-ce que ça peut être du management dans l'univers civil et entrepreneurial? Bah, je pense que ce que j'ai dit aussi chaque fois, en fait, que finalement, moi je ne fais que dupliquer ce que j'ai vu, dans l'armée, à la Légion étrangère, et finalement ça marche très bien. Et pourquoi ça marche très bien? Parce que dans l'armée, avant tout, pour manager, il faut que tu sois exemplaire. Et il faut que tu sois exemplaire et il faut que tu sois juste. Il faut être dur aussi. Enfin, il faut être dur. Il faut être dur avec soi-même, comme avec ses employés. Mais si tu es déjà exemplaire, si tu es juste, bah c'est aussi bien vis-à-vis de tes employés que vis-à-vis des clients. Honnête, l'honnêteté aussi. Donc et tout ça, c'est des valeurs, encore une fois, ou des choses qu'on apprend dans l'armée. Donc une fois qu'on applique ça, bah, théoriquement, ça doit marcher. Ça ne peut que marcher. D'ailleurs, c'est ce que je dis ici chaque fois, que ce soit aussi bien la sécurité privée ou ailleurs. Vous savez, j'ai regardé un général américain qui disait, de Navy, qui disait que quand tu te lèves le matin, fais bien ton lit. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Carrément. Et en fait, et à la Légion étrangère, la première chose que tu apprends de faire, c'est faire ton lit, en fait. Et c'est vrai que quand tu as cet état d'esprit-là, bon, enfin, quand tu restes 5 ans, tu es obligé que tu apprennes, parce que tu ne peux pas rester 5 ans, sinon mais quand tu apprends cette rigueur-là de travailler dans les détails, parce que ça aussi, en fait, parce que c'est comme on dit, le diable se cache dans les détails. Donc il faut, à partir du moment qu'on travaille toujours dans les détails, bah, en fait, finalement, on devient perfectionniste. Donc, et c'est pas que la Légion étrangère, en fait, c'est l'armée en général. Voilà, donc ça, c'est l'armée française. Donc il faut être, voilà, donc on devient perfectionniste et à partir du moment qu'on est perfectionniste, mais tes employés voient que tu es perfectionniste, tu montres l'exemple et ça marche très bien. Je sais plus quel entrepreneur disait que tout se délègue sauf l'exemplarité. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, oui, tout à fait. Mais l'exemplarité, vous savez, c'est comme on dit aussi que le respect, ça se gagne. Voilà, tu ne peux pas exiger, en fait. L'aspect, il faut, mais si tu es exemplaire, mais les gens, ils vont te respecter. Donc ça, après, bien sûr, il faut être respectueux aussi. Quand je dis il faut être juste, mais dur, mais c'est aussi, il faut être neutre, il faut être juste, voilà, c'est ça. Le fait d'avoir ce parcours dans l'armée, au sein des GCP, et d'avoir ce réseau, de vous entourer d'anciens légionnaires, mais aussi d'anciens militaires, je suppose que ça doit aussi aider à agrandir votre réseau entrepreneurial pour avoir plus de contrats, peut-être, plus de partenariats. Est-ce que dans l'univers de la sécurité privée, ces entreprises-là aiment bien travailler avec des anciens militaires, des anciens forces de l'ordre? En fait, c'est assez étonnant parce que quand j'ai commencé 11 ans en arrière, de dire que tu es un ancien militaire et encore en plus que tu es un ancien légionnaire, en fait, c'était contre-productif. Ah oui. C'était contre-productif, pourquoi? Parce que les gens ils disaient que oh là là là, vous savez, il y a cette expression d'être carré dans l'armée. Et les gens ils disaient que oh là 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 là, les militaires, les légionnaires, ils sont trop carrés. Sauf que maintenant, avec tous les problèmes que nous vivons depuis 2015, bah, les gens ils rendent compte qu'il vaut mieux être trop carré, et surtout dans le domaine de sécurité privée, parce qu'on met en place des procédures, il faut respecter les procédures. Et c'est ce qui est le plus difficile de respecter dans le temps. Mais si tu es carré, bah, tu respectes, en tout cas tu sais comment il faut, organiser tout ça. Donc oui, depuis 2015, en fait, on voit que les sociétés recrutent de plus en plus des anciens militaires, qu'ils ont compris quelles sont les valeurs que les anciens militaires puissent apporter. Mais étonnamment, ce n'était pas du tout le cas.
11, 12, 13 ans en arrière. Voilà, donc c'est... On sait les événements d'actualité qu'il y a eu, les attentats, etc., notamment ici à Paris. Est-ce que pour vous, du coup, ça a été... vous avez vu une augmentation brutale de votre activité liée à ça? Depuis 2015, oui. Effectivement, il y a eu une demande considérable de la sécurité privée parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, nous avons parti avec 15 ans de retard sur les pays anglo-saxons et les gens ils ont compris que de toute façon ce n'est pas possible de faire avec, sans la sécurité privée. Donc c'est vrai que nous avons eu une très mauvaise image avant, encore une fois avant 2015, très mauvaise image, peut-être c'est pas la bonne expression, mais les gens ils comprenaient pas ce qu'on fait. Et c'est un peu aussi ce que j'ai appris. J'ai recommencé mes études, petite parenthèse, quand j'ai quitté la Légion étrangère, j'ai recommencé mes études, j'ai passé un diplôme universitaire de gestion de crise et je me suis même inscrit à un master 2 de gestion de crise, même si pour l'instant je n'ai pas terminé. Mais en sociologie, ils nous ont appris que c'est dans la mentalité de l'État d'attendre toujours tout que ça vienne de l'État en fait. Voilà. Donc c'est autant que les anglo-saxons ils sont pragmatiques, ils sont très sectaires, claniques plutôt. Les latins ils attendent tout que vienne de l'État et si tu attends tout que vient de l'État, tu n'organises pas ta sécurité parce que tu dis pourquoi, de toute façon l'État il va me protéger. Sauf que les gens ils ont compris que l'État il peut pas être là partout. Les forces de l'ordre, la police, de l'armée ne peuvent pas être là partout. Donc la sécurité privée a commencé à prendre plus en plus d'échanges avec les forces de l'ordre, de plus en plus sérieux, parce que maintenant, depuis 2017, officiellement, nous pouvons former des agents de sécurité armés. Donc ça change effectivement depuis 2015, ça change beaucoup et en tout cas c'est beaucoup structuré et c'est beaucoup même l'image dans la conscience générale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les gens ils comprennent mieux qu'est-ce qu'on fait et que encore une fois que c'est impossible de faire sans la sécurité privée. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, même dans les films, dans le cinéma, la sécurité privée, on imagine toujours le contracteur qui va surveiller. Souvent, c'est d'ailleurs la baraque du méchant, dans les James Bond, etc. Donc il y a une image qui est effectivement peut-être un peu trouble par rapport à ça. Justement, alors, question par rapport à ça, parce que dans le podcast, on a reçu François Brion de la société PGM, oui. Donc un fabricant d'armes, oui. Ce qui est un petit peu rare quand même d'avoir le témoignage d'un fabricant d'armes et qui en plus est quelqu'un qui est très, très sympa, très rigolo. Et au final, je lui pose la question, comment ça se passe les repas de famille justement, ou comment ça se passe quand les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qu'on répond quand les gens ils ont l'image de Lord of War, du méchant dans James Bond ou j'en sais rien. Comment vous gérez cette image-là? Comment vous percevez ça? Est-ce que ça fait partie de vos... est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez, je pense qu'en France, moi j'aime pas les sujets tabous. Puis bon, peut-être comme je suis pas en français natif, moi je peux dire des choses qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas le dire. Mais j'adore l'histoire. C'est nécessaire parce que déjà je suis pas né ici, donc en fait pour comprendre comment tout ça fonctionne, je pense que c'est important de maîtriser l'histoire. Et je pense qu'en France on a un problème déjà avec notre histoire. Avec l'histoire de la France, si je peux dire, je suis devenu français avec notre histoire. Pourquoi? Parce que vous parlez de mercenariat, en fait, en France, c'est une connotation très négative, mais un des premiers pays qui a envoyé des mercenaires, en fait, c'était la France, en fait. Parce que bien avant les États-Unis, Bob Denard, s'il a pu exister, c'est parce que il n'aurait jamais pu faire un coup d'État sans le soutien de la France non officiel. Donc ça, et quel que soit le gouvernement, que ce soit de gauche ou de droite, en fait, ça a toujours existé. Donc ça, c'est bien sûr depuis quelques années. Toutes ces pratiques-là sont plus ou moins disparues ou ont changé, mais encore une fois, ça existait en France, voilà, avant même que ça existe dans les sociétés anglo-saxonnes. Vous parlez des mercenaires. Mais déjà en général, encore une fois, en parlant d'armes, des armées, parce que vous avez évoqué le PGM,
nous avons aussi un problème avec des armes, en fait, parce que la France, je pense que c'est la 3e ou 4e plus grande exportateur mondial en armes. Donc, fabriquer des bombes avec quoi tu peux pulvériser un village entier, en fait, c'est pas un problème. Mais fabriquer des ALI, des armements légers infanterie, ça, c'est un problème. Donc, c'est un petit peu quand même hypocrite, voilà. Donc, ça, même si, maintenant... les Français en général, ils commencent à comprendre ce qu'on dit systématiquement, que face à un méchant armé, il faut un gentil armé. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis bon, on a vu avec l'armée française, il faut aller acheter des HK parce qu'on ne fabrique plus d'armes, il faut acheter des munitions en Qatar, au Brésil ou ailleurs parce qu'on ne fabrique plus de munitions. Ok, mais comment tu vas faire la guerre en fait? Parce que dans cette guerre asymétrique, oui. On dit qu'on aura des affrontements peut-être entre des pays, en espérant que ça ne viendra jamais, parce que je pense que ça serait quand même très compliqué. En attendant, on mène une guerre asymétrique contre le terrorisme qui sont partout ou ils sont nulle part, et ils utilisent des moyens que contre ça, tu ne peux pas utiliser tu peux pas tout bombarder, tu peux pas. Donc il faut des hommes sur le terrain avec des armes, avec des ALI. Donc je pense qu'encore une fois que cette image-là, c'est pour ça que c'est important d'échanger, de communiquer de ce qu'on fait, des armes tuent, oui, c'est ce que je dis aussi, mais depuis que l'homme, et c'est ça ce que je dis aussi chaque fois, que depuis que l'homme il est sur Terre, il a toujours fabriqué des armes en fait. D'abord pour se défendre ou pour attaquer, et après c'est toujours une question de quel côté tu te trouves en fait. Voilà. Et donc, et d'ailleurs on dit même que c'est pas l'arme qui tue en fait, c'est celui qui est derrière l'arme qui tue en fait. Les fameuses phrases que le stylo ne font pas des fautes d'orthographe, voilà. Donc ça c'est pas les armes qui tuent. Encore une fois, ce sont des gens qui sont derrière. Puis bon, encore une fois, nous sommes depuis que l'homme il est sur Terre, il y a eu toujours des conflits, et tant qu'on sera l'homme il sera sur cette Terre, en fait, on aura toujours des conflits. Donc non, c'est pas bien d'avoir des armes. Maintenant, c'est utopique de dire qu'on peut faire sans armes. En fait, ça existe depuis toujours et ça existera toujours. Donc ça donc c'est important d'expliquer. Je pense que c'est important d'expliquer, voilà, d'expliquer avec beaucoup de pédagogie de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on fait. Mais je pense encore une fois que les mentalités ont beaucoup changé, et qu'aujourd'hui les gens y comprennent encore une fois qu'il faut vous voyez, déjà le sujet d'armer des agents de sécurité, en fait là c'était un sujet tabou, juste pas possible. Aujourd'hui en fait ça existe, les gens ils commencent à comprendre qu'il y en a, mais même concernant les policiers municipaux, quand ils ont commencé 20 ans en arrière, c'était inimaginable qu'ils soient armés. Aujourd'hui, il y en a peu de villes qui je ne sais pas les statistiques, je suis désolé si je me trompe, mais à ma connaissance, il y en a peu de villes ou en tout cas de plus en plus de villes, même ceux où il y en a pas où les policiers municipaux ne sont pas armés, ils les arment parce que face à ce type de menace, des terroristes peuvent attaquer n'importe où, à n'importe quel moment. Il faut ce qu'on dit, il faut des primo-intervenants, des gens qui sont armés, qui sont formés, les unités d'intervention. Les unités d'intervention type RAID, SWAT, GIGN sont à un niveau d'excellent. Ils sont à un très très bon niveau, mais encore une fois, malheureusement, ils ne peuvent pas être là partout. Donc, pour ça, il faut des armes, et il faut des hommes qui peuvent, encore une fois, face à un méchant armé, il faut un gentil armé. C'est vrai, vous dites qu'en France, on a quand même une mauvaise image des armes. Bon, après, je pense un peu dans tous les pays. Peut-être un peu moins aux États-Unis, où c'est plus c'est même sur la Constitution le fait d'avoir le droit de s'armer, et dès qu'on touche à cet amendement, ça crée des vagues. Et à contrario, en France, on a l'image de la personne qui est armée, c'est un peu comme la mouvance des survivalistes, on les prend tous pour des fous, les gens qui vont s'entraîner, ou même les tireurs sportifs qui n'ont pas forcément une très bonne image. Malgré leurs efforts en termes de communication, etc. On voit les chasseurs, etc. Toute cette gamme de personnes qui ont des armes sont forcément mal vues d'une grande partie de la population. Et c'est vrai que c'est intéressant. Oui, vous parlez des États-Unis. Nous, ce que nous disons systématiquement, que c'est surtout, c'est un exemple que nous n'aimons pas à évoquer, parce que j'adore les États-Unis, mais ce n'est pas le meilleur exemple. On pose toujours la même question. Est-ce que vous savez quel est le pays où, statistiquement, il y en a autant d'armes à feu qu'aux États-Unis, par rapport aux nombres d'habitants au monde? Quel est le deuxième pays au monde?
En dehors des États-Unis? En dehors des États-Unis, oui. Détenus légalement, hein, bien sûr, pas illégalement, mais c'est la Suisse. La Suisse, d'accord. Statistiquement, en Suisse, il y en a autant d'armes à feu qu'aux États-Unis. Dans chaque maison suisse, il y a une fusil d'assaut automatique avec des chargeurs graillés pour pouvoir défendre le pays en cas d'attaque. Et vous voyez, on revient toujours sur cette question-là, que est-ce que tu attends qu'on te défende ou est-ce qu'on s'organise parce qu'on comprend que l'État, ils ne peuvent pas être là partout. Vous savez, les Suisses, ils n'étaient jamais envahis, peut-être parce qu'encore une fois, parce qu'ils ont compris que pour ne pas être envahis, on a fait en sorte que les gens, ils n'ont pas envie de t'attaquer. Voilà. Donc statistiquement, en Suisse, il y en a autant d'armes qu'aux États-Unis, et pourtant, ils n'ont jamais de fusillade, jamais ou très peu d'accidents. Pourquoi? Parce qu'ils ont des formations continues. Un homme suisse, il est réservé jusqu'à 46 ans. Encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est jusqu'à 46 ans. Ils ont l'obligation de faire des services militaires. Finalement, et ils n'ont absolument pas de problème avec les armes, en fait. Voilà. Donc je pense que le problème avec les armes, il y en a des pays, bien sûr, les armes peut-être plus ou moins plus populaires dans beaucoup de pays, mais je pense qu'un des pays où les armes sont moins populaires, c'est en France. Parce que même ailleurs, en Espagne, en Italie, en Allemagne, je pense que c'est moins de sujet tabou, en tout cas, qu'ici en France. Mais encore une fois, vous voyez, on parle des États-Unis, parce que vous savez que dès qu'on pense des armes, on pense aux États-Unis. Statistiquement, en Suisse, il y en a autant d'armes, pourtant, ils n'ont jamais de problème. Oui, c'est vrai que culturellement, il y a peut-être plus de facilité, ouais. Plus de facilité, et puis ils font. Vous savez, ici, le stand de tir, vous avez fait un podcast avec Jean Lara. Ici, le stand de tir ferme. En Suisse, le week-end, les familles, au lieu d'aller faire des foot, ils vont aller au stand de tir. Voilà. Donc, ce n'est rien à partir d'un moment que. Oui, une arme tue, mais en fait, regardez, un couteau, avant tout, c'était fait pour tuer quelqu'un, en fait. Voilà, un épée, une lance, voilà, c'était fait pour tuer quelqu'un. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec cet objet-là, en fait, voilà. Donc t'es pas obligé de tuer des gens avec. En fait, un tireur sportif, il fait le tir, c'est un des sports tout ce qui demande le plus de concentration. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec l'objet, en fait, voilà. Il y en a l'objet qui est dangereux, certes, mais encore une fois, une voiture, c'est dangereux aussi. Donc il y en a des accidents avec une voiture. On a vu à Nice, tu peux faire tu peux tuer des dizaines de personnes. Et donc encore une fois, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'objet. Mais c'est vrai que c'est vrai que en France c'est un peu compliqué C'était compliqué, encore une fois, je pense que ça change et qu'encore une fois, les gens ils commencent à comprendre que c'est pas... Oui, il y en a des gentils et des méchants, les armes tuent, mais encore une fois, vaut mieux si tu es gentil, vaut mieux de pouvoir te défendre que de ne rien avoir, de ne pas avoir les moyens de te défendre. Vous avez cité le podcast avec Joan Lara. Dans cet échange, il disait que les forces armées, les forces de sécurité, que ce soit dans la gendarmerie, la police ou même l'armée, tirent peu au final, ont peu de séances de tir, alors dans l'armée un peu plus quand même, parce que c'est un peu plus le corps de métier, mais les policiers municipaux, les policiers même nationaux, de la police nationale ont quand même peu de créneaux de tir, il y a peu de place dans les stands, il y a pas assez de munitions qui sont données en dotation. Est-ce que pour vous, c'est du coup, ça fait partie de votre activité aussi de former des professionnels de l'institution, de l'administration? Alors, concernant déjà concernant la formation des policiers, surtout, je pense que dans la gendarmerie, peut-être un peu mieux, mais concernant les policiers, vous savez que ce que je dis chaque fois aussi, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis entouré des anciens policiers, donc je commence à se maîtriser un peu plus. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de problèmes problèmes d'entraînement. Je pense que c'était aussi une question c'est avant tout aussi une question c'était une question d'état d'esprit et de quel objectif en fait tu déploies à cette personne-là en fait. Un militaire, aussi par définition, il est là pour, c'est pas très correct de dire ça, mais un militaire, il est là pour tuer des gens, voilà. Parce qu'on t'attaque, donc il faut que tu défendes, donc tu dois tuer des gens.
Un policier ou un gendarme, il est là avant tout pour arrêter la personne, pour traduire devant la justice. Je vous raconte une histoire, j'ai des très bons amis dans la gendarmerie, je connais un qui était dans l'assaut à Marignane, et je discutais un jour avec lui, et il me disait, mais tu sais Tibor, quel est mon plus grand regret dans l'assaut qu'ils ont mené à Marignane? Et puis je dis, non, et puis bien sûr dans ma tête, moi j'imaginais plein de choses, et il me disait, tu sais, mon plus grand regret qu'on n'a pas pu traduire ces gens-là devant la justice. Vous imaginez en fait. Et quand on pense ça, en fait, on comprend très bien que peut-être qu'ils avaient des problèmes, parce que je pense que ça change aussi avec les entraînements, parce qu'encore une fois, pour eux, avant tout, c'était pas tuer la personne, c'était traduire devant la justice en fait. Maintenant, malheureusement, dans certaines situations, et surtout avec le type d'assaillant que nous avons en face, on sait qu'il veut mourir. Donc, je pense que c'est un peu contradictoire, parce que du coup, on pourrait se dire, le but du jeu, ça serait d'arriver à mieux viser, pour éviter de neutraliser à la militaire, en gros, avec le terme militaire, la personne, mais juste voilà, désarmer, tirer dans la jambe, ce genre de choses. Ça, c'est, vous savez, ça c'est la... Ça c'est dans les films. Ça c'est dans les films. Ouais. Vous savez, quand... ça m'est arrivé aussi, je ne suis pas fier, mais c'est comme ça m'est arrivé que j'ai dû tirer sur des hommes. Vous savez, c'est pas comme dans les films que tu as 10 minutes pour te préparer, que tu sais qui vient. Quand ça se passe en demi-seconde et il faut que tu t'agis, il faut que tu t'agis bien. Et c'est pour ça qu'ils ont un travail très très difficile, à ce que je dis, les policiers, les gendarmes, parce que peut-être qu'ils vont patrouiller toute la journée, ou peut-être depuis, ça se passera peut-être jamais rien dans toute leur carrière, et à un moment, en fait, il y en a quelqu'un qui sort un couteau ou un pistolet, et il faut que tu arrives à dire que est-ce que tu dois viser, est-ce que tu dois pas viser, donc maintenant commencer à dire que je vise sa jambe parce que je vise pas, c'est très 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 compliqué. Il y a eu des statistiques faites dessus, vous savez, on parle des armes à feu, mais un homme qui a un couteau, il est capable de traverser en une demi-seconde, je pense qu'il est capable de faire 4 mètres en fait. Voilà. Donc de le dire qu'en demi-seconde, tu dois viser sa jambe, non pas sa tête ou pas dans le corps, parce que ça aussi, c'est une fausse image de dire que tu vises la tête en fait. Tu vises pas la tête en fait, parce que c'est ce qui est le plus petit, c'est ce qui est le plus difficile à viser. Donc avant tout, tu vises le corps. Donc ça mais de dire que tu vises dans la jambe parce que comme ça, en fait, tu arriveras à traduire devant la justice. Je pense que c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. C'est d'ailleurs ce qu'on dit, il y en a des grands experts, en fait, qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, mais ils sont capables de décortiquer, en fait, chaque attaque en expliquant que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Moi, je le fais. C'est très difficile. C'est très, très difficile parce qu'encore une fois, ça se passe très, très rapidement donc c'est pas si simple que ça en fait, voilà. C'est pas viser dans la jambe ou viser dans la tête. Enfin, pour une fois, si c'était aussi simple, mais c'est pas du tout simple. Vous parlez donc du fait que depuis quelques années, mais c'est très récent, la sécurité privée, les agents de sécurité privée peuvent être armés. Donc armés, ça veut dire pas forcément des armes à feu, ça peut être aussi des bâtons télescopiques, ce genre de choses qui sont des armes. Ces gens-là, du coup, ils sont obligés de se former, c'est votre métier. En gros, comment ça se passe la formation? C'est quoi les parcours de formation classiques pour un agent de sécurité privée? C'est une question très juste parce que c'est vrai que en France, dès qu'on parle des armes, on imagine toujours les armes à feu. Or, il existe aussi ce qui s'appelle les armes non létales, donc, qui ne donnent pas la mort, mais qui permettent de neutraliser quelqu'un. Donc, concernant les agents de sécurité, donc ça c'est des bâtons télescopiques, des tonfas, gazeuses. Pour les policiers, c'est aussi tout ce qui est flashball, taser. Encore une fois, ce sont des armes, c'est des armes, mais c'est des armes qui par définition, n'ont pas faites pour tuer quelqu'un, voilà, qui est faite pour neutraliser sans le tuer. Et effectivement, avant 2017, en fait, un agent de sécurité, il ne pouvait même pas porter un gazeux sur lui, donc une lacrymogène, sans parler de bâtons télescopiques ou tonfa, et donc la loi qui a évolué depuis 2017, maintenant c'est possible de former des agents de sécurité. Donc nous sommes la première école
avec notre école, donc l'Institut français de sécurité. Nous sommes la première école en France qui a obtenu un diplôme qui est inscrit sur la liste RNCP, donc c'est la fameuse liste où tous les diplômes qui sont reconnus par l'État sont enregistrés. Donc notre diplôme, c'était la première diplôme qui autorisait, qui permettait de former des agents de sécurité armés, aussi bien avec des armes non létales, donc gazeuses, bâtons télescopiques ou tonfa, ou avec des armes létales, des pistolets semi-automatiques, des revolvers, ou sur certains sites même avec des armes d'épaule. Donc le cursus de formation, c'est avant tout déjà pour pouvoir entamer ou commencer cette formation-là, il faut déjà travailler dans la sécurité privée, donc il faut déjà avoir ce qui s'appelle une fameuse carte pro, en fait, délivrée par le CNAPS, le Conseil national d'activité privée de sécurité. Et une fois que la personne il a sa carte, il dépose une deuxième demande auprès du CNAPS pour pouvoir démarrer la formation, donc surtout pour la catégorie B, donc comme ça le CNAPS il vérifie que la personne il n'a pas inscrit sur le fichier FINADA, donc c'est la fameuse fichier d'interdiction d'armes à feu, si je me souviens bien. Il vérifie qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Et si, donc ce sont des enquêtes assez poussées. Et si la personne, s'il s'avère que tout va bien, ce qui est le cas pour la grande majorité des gens, il peut entamer la formation. La formation dure d'abord 4 semaines pour la partie catégorie D, même si c'est pas que pour la catégorie D, c'est tout ce qui est tronc commun, parce que notre diplôme il est pyramidal. Donc en bas c'est tout ce qui est tronc commun. Mais qui donne la possibilité pour la personne de travailler avec des armes non létales. Et après 2 semaines encore pour pouvoir travailler avec des armes létales. Et donc le diplôme, comme tous les autres diplômes, en fait, ils sont composés de plusieurs UV. Donc là, dans la note, il y en a 6 UV en tout. Secourisme tactique, technique opérationnelle, qui ressemble beaucoup à donc, ce qui s'appelle dans l'armée française le TIOR, le technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Conception de sûreté sécurité, et nous parlons aussi beaucoup de gestion de stress, parce que depuis quelques années on a perçu que ce sont ce qu'on dit aussi, que si tu n'as pas pris dans ta tête d'affronter quelqu'un, vaut mieux même pas avoir des armes. Et après, donc ça c'est les 4 UV dans le tronc commun. Après il y en a l'UV arme de poing, et après il y en a l'UV encore l'arme d'épaule. Voilà. Donc en tout il y en a 6 UV dans le diplôme. Donc voilà, celui qui veut faire cette formation-là, il demande un devis. Avec cette devis-là, il peut demander une autorisation d'entrée en formation. Et s'il obtient l'autorisation, il peut entamer la formation. Et en 4 semaines ou en 6, il devient agent de sécurité armé, donc des armes non létales, ou des agents de sécurité renforcés avec des armes létales. Et après ça, il peut candidater éventuellement chez vous pour travailler pour vous en tant que membre de... Tout à fait, oui, tout à fait, mais soit chez nous, soit sinon, étonnamment, en 2 mois, il y a eu beaucoup de demandes qui sont tombées, si je peux dire comme ça. Nous avons formé déjà environ une cinquantaine de personnes depuis septembre. Nous avons commencé en février, mais malheureusement à cause de Covid, après 2 semaines, nous étions obligés de stopper. Donc depuis septembre, pratiquement tous les mois, nous avons une formation. Dans une session, c'est maximum 12 personnes, donc ça ne va pas vite. Puis surtout que ce qu'on dit aussi, nous visons la qualité, non pas la quantité, nous visons l'excellence. Mais donc, une grande partie que nous avons formé déjà, ce sont des personnes qui sont déjà en poste dans des parcs d'attractions. Ici, dans quelques jours, nous allons faire une publicité. Je pense que ça sera assez... ça va beaucoup parler parce que nous avons formé toute en équipe de sécurité pour 2 grandes parcs d'attraction, mais c'est une part d'attraction très importante, mais aussi pour des sociétés qui mettent en place déjà des agents de sécurité armés. Je peux le dire aussi parce que c'est officiel. Premier contrat avec l'armée française a été signé pour sécuriser Ballard. Voilà. Il enlève les gendarmes et met en place des agents de sécurité armés. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est en train de venir. C'est vrai que souvent, surtout les stagiaires qui viennent chez nous, ils posent des questions que est-ce que je veux trouver du travail derrière?
Et ce qu'on explique aussi chaque fois que tant qu'un iPhone 15 n'a pas encore été fabriqué et mis sur le marché, tu ne peux pas l'acheter, donc c'est un peu normal. Donc il faut attendre un petit peu. Maintenant, si tu veux travailler, avant tout, il faut te former, parce que sinon, c'est sûr que quand le travail, ils vont commencer ils vont être de plus en plus nombreux, c'est lui qui sera déjà formé qui peut prétendre à ces postes-là, surtout que les formations sont quand même assez longues, entre guillemets, parce que finalement 6 semaines, c'est pas grand-chose pour pouvoir travailler avec des armes. Mais il y en a déjà plus en plus c'est vrai qu'il y en a plus en plus de postes qui s'ouvrent. Les clients ils commencent à comprendre que c'est possible de mettre en place des agents de sécurité armés. Donc c'est vrai qu'il y en a plus en plus encore une fois, il y en a de sites et des clients qui veulent mettre en place des agents de sécurité armés ou des agents de sécurité renforcés. Justement, combien ça coûte et du coup combien ça gagne un agent de sécurité armé? La formation coûte environ 4 900 € les deux, 2 600 € pour la catégorie B et catégorie D pour le tronc commun et 2 300 € pour la catégorie B et pour un salaire minimal autour de 1 800 2 000 € net. 1 800 2 000 € net. Oui, tout à fait. Oui. Pour 35 heures par semaine, 40 heures par semaine à peu près, donc ça fait à peu près 180 heures par mois. Enfin, c'est commence à être un très bon salaire en fait. Voilà. Ça inclut une prime de risque ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Après, c'est chaque société, ils peuvent. Après, c'est bien sûr, ça dépend de site. Il y a des sites qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Mais nous avons travaillé assez longtemps sur les salaires parce que c'est vrai que c'est une des premières questions que nous avons abordées. À quel salaire il faudra payer ces agents-là? Et c'est ce qu'on a dit que c'est normal aussi que à partir du moment que tu donnes des armes à quelqu'un, ce n'est pas la même responsabilité, ce n'est pas le même risque, donc il faut que les salaires qui va avec. Après, c'est important aussi, ce que je dis, démystifier un petit peu et puis surtout d'expliquer encore une fois avec beaucoup de pédagogie parce que vous avez évoqué des mercenaires, on sait que les mercenaires ils gagnaient toujours des millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts pour rien du tout, mais à l'époque, c'est surtout en Irak, il y avait des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ont gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a eu beaucoup de risques aussi. Et c'est vrai que malheureusement, cette image restée des gens qui travaillent à l'international, des contracteurs avec des barbes, avec des M4 et qu'on pense qu'ils gagnent des fortunes. Moi, je connais des Français qui sont partis travailler en Irak qui gagnaient 2 000 $ par mois, 2 500 $ par mois. 2 500 $ par mois, vous imaginez? C'est pas cher payé. Hein. Non, c'est pas cher payé pour risquer ta peau. Donc mais pour revenir sur les agents de sécurité armés, c'est ce qu'on explique aussi qu'un policier, il gagne à peu près 1 800, 2 000 €. Donc ils ont beaucoup plus de risques que puisque eux, ils sont sur la voie publique. Un agent de sécurité, ils défendent un site. Donc finalement, les missions sont beaucoup plus claires et je dirais beaucoup moins compliquées. Donc il ne faut pas non plus... et puis bon, finalement, 1 800, 2 000 €, ça commence à être un très bon salaire. Donc ça, bien sûr, ça c'est le salaire des agents de sécurité si les personnes dans les postes de responsabilité. Et ça, c'est le minimum. Mais il y en a déjà qui... récemment, il y a eu un recrutement. Je pense que les salaires ils étaient pas loin de 6 000 ou 7 000 € par mois. Donc ça peut commencer à être très très intéressant. Est-ce que c'est lié aussi au niveau d'études? Est-ce qu'il faut avoir le bac? Est-ce qu'il faut avoir un niveau bac plus quelque chose? Non, pas du tout. En fait, voilà. C'est un peu comme dans l'armée. En fait, non, pas du tout. Après, c'est à partir du moment que la personne il a le diplôme, c'est bien sûr, c'est aussi une question de profil, une question d'expérience, de ce que tu as fait avant. Mais non, l'avantage aussi dans la sécurité privée, finalement, que tu peux démarrer sans aucun diplôme. Et c'est possible aussi de progresser, puisque avant ça n'existait pas, mais maintenant on peut aller jusqu'à master management de sécurité, responsable de sécurité, donc il y en a une réelle possibilité d'évolution. Donc c'est un secteur d'activité, comme je vous expliquais, assez mal connu, mais aujourd'hui, encore une fois, les gens ils commencent mieux en mieux de comprendre comment tout ça fonctionne. Nous recevons plus en plus de jeunes stagiaires, 15-16 ans, qui commencent un bac pro sécurité privée, qui comme les policiers ou les jeunes qui veulent devenir pompiers, en fait, ils comprennent que c'est un secteur d'activité qui évolue. Donc je trouve que quand même c'est très positif. Sans sortir la boule de cristal, parce qu'effectivement on ne sait pas de quoi demain sera fait, on voit quand même que sur les terrains d'opération extérieure, il y a aussi ce changement avec des gardes de sécurité privés qui viennent aussi renforcer la sécurité des bases. L'Allemagne le fait beaucoup.
La France, pas encore. Si, mais en fait, vous savez, c'est assez étonnant parce que je pense qu'il y en a déjà des ambassades des ambassades françaises qui sont assurées par des gardes armés, mais il faut savoir que, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est assez étonnant, que tous les intérêts de l'Union européenne à l'étranger sont faits par des gardes privés. Ah oui. Tous. En Irak, en Afghanistan, en Nigeria, au Centrafrique, tous. C'est uniquement des sociétés privées qui assurent la sécurité même les protections physiques des personnes sont faites par des sociétés privées. Donc vous voyez, c'est un petit peu, encore une fois, c'est un peu hypocrite parce que bon, on parle de l'Europe, et en Europe ça marche très bien en fait, et en France, mais ça va venir. Moi je suis conscient, regardez Ballard encore une fois déjà, si l'état-major français ils mettent en place des agents de sécurité armés, je pense qu'après ça va commencer à se délocaliser et de généraliser aussi dans d'autres ailleurs. Et puis vous savez, je vous ai coupé, mais à mon époque, dans un régiment, je pense qu'en 98, le deuxième rep, l'effectif c'était autour de l'effectif théorique, c'était 1200 personnes. L'effectif pratique, je pense que nous étions pas loin de 1300, 1350 personnes. Ce qui à cette époque-là, c'est ce qui permettait de mettre en place des gardes 24. Aujourd'hui, l'effectif théorique c'est 1200 et je pense que l'effectif pratique ça doit être plus 1000 que 1200 parce que les gens ils sont en formation, les tourneveurs, même si dans la Légion étrangère il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a finalement assurer la garde d'un statique, même d'un quartier. Bon, pourquoi ce ne serait pas possible de donner au privé, en sachant que souvent les privés, en fait, ce sont des anciens militaires mais je pense que, encore une fois, niveau État, enfin l'État français, déjà la loi a été votée, donc je pense que l'État il est déjà convaincu qu'il faut qu'il vienne, mais encore une fois, petit à petit, je pense que ça rentre dans les mœurs et voilà, encore une fois, bon, là, ils mettent en place des agents armés, je pense que c'est un premier pas pour que ça commence, encore une fois, que ça se mette en place ailleurs aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça dépasse le simple cadre d'une protection statique d'un bâtiment? Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un futur éloigné, on pourrait avoir des gens qui sont formés dans le privé pour mener des opérations comme le fait l'armée française pour faire des patrouilles, pour faire ce genre de choses? Je pense que ça, il faudra, honnêtement, je pense qu'il faudra qu'on arrive à jamais. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est des missions régaliennes, ce n'est pas notre mission. Qu'un agent de sécurité patrouille avec un policier, en Espagne ça se fait, aucun problème. Vous savez, sur un périmètre délimité, autour d'un gare, pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Voilà. Autour de l'Élysée, ce que je dis chaque fois aussi, si vous comptez, s'il n'y en a pas 200 ou 300 gendarmes et policiers, il n'y en a pas un seul. Donc déjà, si vous enlevez juste 50%, je ne dis pas qu'il faut enlever tous, mais si on enlève déjà 50%, on met 50%, c'est déjà on crée l'emploi, et ils peuvent aussi bien faire, voire même mieux que des policiers, non pas une question de compétence, mais on sait bien que les policiers et les gendarmes, ils n'aiment pas cette mission-là, parce que, encore une fois, quand tu deviens militaire, tu ne fais pas ça pour faire des sentinelles, en fait. Voilà. Donc c'est d'ailleurs, vous savez, on ne le dit pas, mais la mission sentinelle, c'est causé beaucoup de dégâts dans l'armée française, entre guillemets, parce que des jeunes, ils n'aiment pas faire ça, en fait. Voilà. Encore une fois, ils sont engagés pour lutter contre le terrorisme, ils ne sont pas engagés pour aller faire de gardiens devant des lieux de culte. Donc mais pour répondre à votre question, faire des missions qui sont régaliennes, non, je pense qu'il faudra pas qu'on arrive, et même dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup parlé, mais réellement, en fait, jamais, même les États-Unis, ils sont délégués des missions de guerre à des privés, en fait. Quand ils étaient présents, bien sûr, il y a eu des échanges de coups de feu parce qu'ils protégeaient l'ambassade, ils protégeaient. Oui, c'est un acte de guerre, mais c'était toujours des actes offensifs, en fait. Défensifs, pas d'offensifs. Donc, et c'est ça ce qu'il faut encore une fois, en tout cas, moi, je ne serais pas favorable. Après, je ne pense pas qu'on va demander mon avis, mais déjà, si on peut mettre en place, et on peut, parce que ça c'est en train de se mettre c'est en train de mettre en marche plus en plus fort des agents de sécurité, encore une fois, pour soulager les forces de l'ordre, ça serait déjà formidable. Heureusement, on n'en est pas
au groupe Wagner, ce genre de trucs. Oui, ça vous savez, ça c'est aussi, oui, enfin, encore une fois, c'est toujours ce problème comme je vous ai dit quand nous avons commencé à parler des armes en fait, voilà. Donc qu'est-ce que tu fais avec l'arme, voilà. C'est juste ça en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec le garde de sécurité? C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais avec? En France, la loi il est très clair. Autant qu'avant, ce qu'on dit aussi, il y avait avant 2017, parce qu'étonnamment, en fait, il y avait toujours des agents de sécurité armés en France. Mais c'était dans ce qui s'appelle un flux, dans un vide juridique. Et donc, c'était très compliqué. Là, la loi, il est très clair. Dans quel cas tu peux le faire? Comment tu peux le déployer? Avec quels moyens? Avec combien de munitions? Avec quelle tenue? Avec quel encadrement? Avec quelle formation initiale? Quelle formation continue? C'est très clair. Et déjà, en fait, ça nous laisse une possibilité immense. Donc, il y en a déjà quoi faire. Voilà. Donc, c'est vrai que sans rentrer dans les imaginations, encore une fois, dans toute dans ce qui se passe peut-être ailleurs, mais encore une fois, tout en sachant que les intérêts de l'Union européenne à l'étranger sont uniquement protégés par les agents de sécurité armés. Voilà. C'est bien d'avoir cet éclairage de quelqu'un qui connaît bien l'industrie, et c'est bien de démonter aussi quelques mythes qui sont encouragés par le cinéma, etc. C'est ça. Peut-être ça aussi, c'est l'intérêt de travailler, qu'il y en a de plus en plus, encore une fois, d'anciens militaires, de policiers qui travaillent dans ce milieu-là, parce qu'effectivement, on sait de quoi on parle. Voilà. Donc, ce n'est pas la théorie, en fait, c'est la pratique. En fait. Nous avons vécu. Puis bon, en plus, il faut être passionné par ce qu'on fait. Et puis, vous voyez, même l'exemple de l'Union européenne, puisque nous travaillons à l'international, nous savons que c'est comme ça que ça se passe. Parce que nous avons répondu déjà à des appels d'offres et nous savons qu'on parle des armes d'épaule. Enfin, là, il n'y en a aucun problème. Bon. Dès qu'on parle d'en France, en fait, là, c'est encore un peu un sujet tabou. Même si le sujet il commence à tomber, mais ça reste un petit peu, mais encore une fois, mais voilà, l'Union européenne, aucun problème. Eux, ils font des appels d'offres, ils te disent que tu as besoin d'avoir des véhicules blindés, tu as besoin des armes d'épaule, tu as besoin voilà. Donc pour eux, il n'y en a pas il n'y en a pas de problème de conscience, voilà, encore une fois, de quel côté tu te trouves de l'arme, en fait, voilà, c'est juste ça. Terminé avec ce très intéressant entretien, je pose toujours cette question à la fin, quel est le conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, alors peut-être un militaire, peut-être un légionnaire, qui aimerait se lancer dans un projet entrepreneurial, et par rapport à ce que vous avez vécu, les erreurs que vous avez faites, peut-être les passages, les moments de doute par lesquels vous êtes passé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer? Ce que je dis, en fait, chaque fois déjà, je pense que quand on a envie de le faire, il faut le faire. Voilà, donc, bien sûr, après, les erreurs que je fais, je pense que si je ferais aujourd'hui, j'étudierais quand même un peu plus les questions avant de se lancer dedans. Parce que je me suis vraiment lancé sans rien connaître. Et bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est très persévérant, donc je n'ai pas lâché, mais pour pas être découragé assez tôt, je pense qu'il faut quand même bien faire la question, il faut bien étudier la question avant de se lancer dedans, surtout concernant la gestion d'une société, parce que c'est quand même, on pense juste que ok, j'achète, je vends et puis je gagne de l'argent. Enfin, c'est pas si simple que ça en fait. Voilà, donc c'est comment il faut payer les impôts, l'URSSAF, le chômage, les caisses de retraite, les assurances. Donc c'est bien étudier l'environnement. Après moi ce que je dis aussi, après il faut se lancer dedans et beaucoup de pragmatisme. Ce que je dis chaque fois aussi. Ne pas dépenser plus que tu gagnes déjà. Voilà. Donc ça c'est beaucoup de pragmatisme, mais il faut essayer. Et puis après, de toute façon, c'est une expérience. Hein, même si ça ne marche pas, il faut dire que c'était une expérience. D'ailleurs, j'ai entendu que vous savez, pour revenir un peu sur les États-Unis, parce que bon, là-bas quand même, l'entrepreneuriat c'est quand même beaucoup plus développé qu'en France, apparemment aux États-Unis. Ici, quand une société fait faillite, en fait, on dit « Oui, mais regarde, il a mal fait ».
là-bas ils disent, oui, il a essayé en fait, voilà. C'est même valorisé, on demande même à la personne de se casser la figure tout de suite, comme ça au moins. Enfin, je ne sais pas si on le demande, mais au moins, il a essayé au moins, donc il faut essayer, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer, puis après soit ça marche pas, et puis même si ça marche pas, ce que je dis, ok, mais c'est pas grave, c'était une expérience, voilà, ça il faut, après c'est vrai que moi j'avais un petit argent, j'avais un peu d'argent que j'ai mis de côté, et qui en 2 ans tout était consommé. Mais c'est vrai que ça demande quand même un peu d'économie aussi. Parce que c'est rare qu'on gagne tout de suite de l'argent avec une société, en fait. Donc c'est vrai que vaut mieux d'avoir encore une fois un peu d'économie, parce que sinon, c'est quand même assez compliqué. Parce qu'on dit que tu peux créer une société avec 1 euro de capital social. Oui, tu peux mettre 1 euro de capital social, mais déjà pour la création de société, il te faut déjà 3 000 à 4 000 euros. Pour louer un endroit, il faut de l'argent, il faut payer les téléphones, les voitures, les déplacements, les frais de prospection, tout ça c'est de l'argent. Donc voilà, des conseils, étudier bien, il faut bien étudier la question, faire des business plans que je ne savais pas non plus de faire, en fait, de combien je gagne, quand est-ce que ça va être commencé à rentabiliser, et mettez un peu d'argent de côté, parce que c'est rare qu'on gagne de l'argent tout de suite, en fait. Voilà, donc les conseils que... Mais il faut pas, voilà, si une fois qu'on a dit qu'il faut pas attendre non plus, il faut pas attendre non plus toute une vie de dire est-ce que je me fais, est-ce que je fais pas. Et d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû étudier un peu plus la question, mais parfois je me dis aussi que finalement, en fait, je crée la société. Je pense que après, pratiquement après 6 ou 7 ou 9 mois que je quittais la région, je dis que peut-être j'aurais dû faire encore plus tôt, parce que comme ça, j'aurais pu avoir l'expérience encore plus tôt. Mais je pense qu'encore une fois, c'est quand même important de bien faire surtout le côté administratif, ce que je ne maîtrisais pas du tout. Il faut connaître un bon comptable, il faut connaître un bon cabinet d'avocat, parce que c'est vrai que souvent, on espère de ne pas en avoir à faire avec eux, mais enfin, le comptable, de toute façon, c'est indispensable, donc un bon cabinet d'avocat, c'est indispensable, mais aussi connaître un bon cabinet d'avocat. Bon, alors, quelle est la différence entre un bon et un mauvais? Alors là, ça, c'est l'expérience qui l'a dit aussi, c'est très, très compliqué. Mais avoir un bon réseau. Et avoir un bon réseau. Mais le réseau, ça se constitue. Vous savez, je suis arrivé en Île-de-France, je connaissais une seule personne. Bon, aujourd'hui, je connais beaucoup de monde. Donc ça, c'est. Je pense que pas qu'aujourd'hui. Je pense que c'est quelle que soit l'époque, tout le monde a besoin des gens sérieux. Donc à partir du moment que tu es sérieux, tu es fiable, les gens ils viennent vers toi. Donc après, il faut un peu de temps. Puis c'est là qu'on a commencé, comme il disait déjà Napoléon. Et il faut d'avoir la chance, en fait, voilà, parce que tu peux être la meilleure, tu peux être le meilleur réseau, si tu n'as pas un peu de chance pour démarrer, tu peux, encore une fois, donc il faut un peu de chance aussi. Merci pour tous ces conseils. Non, mais écoutez, je vous remercie d'être venu chez nous. Merci ce que vous faites, encore une fois, pour nos soldats. Parce que je pense que c'est important de le mettre en avant, et puis de l'expliquer ce qu'ils font, et aussi de s'intéresser à la sécurité privée, parce que c'est vrai que souvent ce qu'on dit, qu'il y en a le vie d'avant, et puis bon, il y en a quand même la vie, tout le reste après, parce que quand on fait 5, même 10, 15 ans, finalement dans une vie, en fait, c'est pas grand chose, donc en fait il reste encore tout le reste de la vie, donc et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans la sécurité privée, donc je pense que chaque fois qu'on explique, et on a envie d'expliquer, je dis pour les médias, qu'ils ont envie et qui s'intéressent à notre métier, ça permet d'apporter un éclairage et de rendre un peu plus sérieux, de mieux expliquer de ce qu'on fait. Donc merci beaucoup, vous êtes bienvenus chez nous quand vous voulez, et puis peut-être une autre fois. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier, disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations, et à très vite dans un prochain